Les amis, là c'est vraiment la grosse galère. On en a eu des galères, mais celle-là, donc ce qui nous arrive, c'est la tige de Veranti qui vient de casser net. Et en plus, ça a tout défoncé en fait, et le système de secours que l'on a ne peut être utilisé comme ça. Donc voilà, donc je fais tout encore une fois pour aller au bout. Il faut qu'on y arrive. Alors le Vendée Globe, c'est une course assez simple. On part des Sables d'Olonne, on fait le tour de la planète et on revient aux Sables d'Olonne. Ce qui est compliqué, c'est tout ce qui se passe entre les sables et le retour aux sables, évidemment. On se prépare depuis des années, on s'est entraîné, on a préparé le bateau au mieux, on s'est préparé au mieux et là c'est un des moments les plus importants de ma vie que je m'apprête à vivre puisque j'en rêve depuis des années. Le Vendée Globe, c'est une course mythique, incroyable, tous les 4 ans. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu nos Jeux Olympiques à nous en fait. Cette course est réservée à une classe de bateaux qui s'appelle des IMOCA. Ce sont des bateaux de 60 pieds, ce sont des gros bateaux de plus de 18 mètres, très marins, très rapides, enfin c'est des super bateaux. Le départ du Vendée Globe, j'en rêve depuis que je suis tout jeune. Je ne pensais même pas pouvoir le réaliser un jour. Donc c'est dire l'importance de ce que je m'apprête à vivre. Il y a une petite part d'appréhension, hein, ce qui est logique. Avant une telle épreuve, en même temps une excitation, c'est un sentiment mêlé très très fort. Les nuits d'avant ont été bonnes, cette dernière un petit peu plus mouvementée. On ne dort pas très bien la veille parce qu'il y a beaucoup de pression. On en a parlé un petit peu avec les camarades, c'est logique, mais on va avoir un départ magnifique. Il y a du soleil, le vent est juste comme il faut. Je pense que ça fait partie des moments les plus compliqués, le moment où on monte sur son bateau. Le revoir aux familles proches, à nos proches, c'est quand même assez compliqué, quoi. Il y a peu de mots, c'est assez pesant. 2 minutes pour le groupe CETA. Merci à tous. Quitte la maison là, Manu. On quitte la maison, ça y est là, c'est parti. Moi, le grand bonheur, c'était de franchir ce fameux chenal avec cette foule qui nous porte. Et là, en l'occurrence, de foule, il n'y en avait pas. Donc c'est un silence assez pesant. Et ben, même s'il n'y avait pas trop de monde, c'est émouvant quand même, toi. Ça fait une boule là, quoi. Ça fait plaisir surtout. Et voilà, maintenant, on a le large devant nous. Quelque part, à moi de jouer, quoi. Je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de franchir la ligne de départ et de partir voilà, une bonne fois pour toutes. Cinq, 4, 3, 2, 1, top! Je vous souhaite un beau et un bon tour du monde. Ça y est, on y est, on est parti. On est dans le vif du sujet. Il faut un petit peu de temps pour réaliser et en même temps, on est tout de suite pris par la course. Donc on essaye de ne pas penser à ces 3 mois qui nous attendent. C'est abyssal, mais de voir les choses voilà, étape par étape. Partir pour 3 mois, pour moi, c'était la première fois. On est à la pointe nord-ouest espagnole. On est en train de passer le DST.
Et tout va bien à bord, le bateau va bien, je vais bien, j'ai réussi à me reposer un petit peu, à bien manger. Puis finalement, je réalise que ça va, quoi. Je le vis bien, je suis heureux de partir, heureux d'être en mer. Je prépare le bateau pour cette nuit, il y a un bon coup de vent qui va arriver. On est en train de passer la deuxième dépression. Et là, on arrive sur le front. Mais pour l'instant, tout va bien à bord, le bateau est réglé pour le temps. Là, ça y est, on y est. Donc toute la nuit, ça a bien soufflé. Et là, on a le passage de front. On est sous 3 J3. On va faire attention à la grosse dep, la tropicale, elle se creuse de plus en plus. C'est quand même rare d'avoir une dépression tropicale à cette époque-là et au milieu de l'Atlantique. On ne sait pas trop ce que ça peut donner, c'est quand même une vilaine dépression. Parce que ça génère des vents vraiment très forts. Donc j'ai pas envie de prendre de risques, je décide d'être prudent. Je fais le tour de cette dépression pour aborder après l'Atlantique Sud, voilà, sans dommage. La Dep Theta est derrière nous maintenant. C'est parti pour la descente de l'Atlantique. Le bateau est nickel pour pouvoir attaquer. Moi, je suis en forme. Je vais essayer de récupérer un petit peu voilà, sur mes petits camarades qui ont pris la poudre d'escampette devant. Les prochaines heures et les prochains jours, ça va être surtout faire marcher le bateau, le faire marcher vite, régler, parce que ça va être du portant jusqu'à très bas. Les alizés, le Cap-Vert. Allez à fond vers l'équateur. Je les ai en ligne de mire pour essayer de descendre sous l'Atlantique avec eux, voire batailler pendant le poteau noir. Je suis dans un bon wagon avec Arnaud, avec Pip, avec Didac. Donc voilà, je peux se battre pour essayer de rester dans un wagon sympa, quoi. Je commence à prendre mon rythme assez rapidement et je me fais plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner sur Groupe Cétain. Là, des céréales, de la compote, et puis j'ai la chance d'avoir du bon café qui m'est offert par Patrick Galenser, un café avec des petites plaquettes de chocolat comme ça, spécialement faites pour moi, pour ce Vendée Globe. J'ai 2 petits pains au chocolat que j'ai fait réchauffer, puis ça c'est top, voilà. Ça c'est pareil, c'est un petit cadeau que j'ai eu avant de partir, une petite expresso manuel. Il y a la tombée de la nuit, au large du Cap-Vert. Rémise du poteau noir sur Groupe Cétain, premier grain, c'est parti, on est dedans. On est coincé avec 2 nœuds de vent, c'est franchement pas drôle. Les 3 bateaux, Arnaud, Pip et Didac, je pense que vont s'en sortir, ils sont à 30 000 de vent et j'espère qu'on va pas les laisser partir trop loin. Ça y est, ça avance dans le bon sens, il fait beau, le vent est stable, on a enfin passé cette zone. On va dans quelques secondes passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Ça y est, on y est, on est dans l'hémisphère sud, la tête à l'envers. Un petit coup pour le marin, un petit coup pour le bateau. Et puis ils m'ont donné un petit peu à Neptune pour le remercier de nous avoir laissé passer. La descente du Brésil, c'est pour l'instant bien passé. C'est vraiment de la vitesse, il faut être sur les réglages du bateau, sur les trajectoires. J'essaye de pas trop me faire décrocher d'Arnaud, qui est là en tête de file. Alors ça fait 3 jours qu'on marchait d'enfer et là j'ai l'impression de me retrouver dans le poteau noir, une zone de grain incroyable qui nous a stoppé complètement. C'est la misère totale. Après la latitude d'Itaja, pour moi, commence entre guillemets l'inconnu. Je vois bien qu'en bas, ça commence à tourner à gauche. Quand ça va être mon tour, c'est sûr qu'il va y avoir une petite appréhension, quoi. On s'en va vers les choses qu'on n'a jamais vues. Alors c'est la première partie un peu délicate. Je connais pas, donc quelque part, psychologiquement, ça compte. C'est des belles conditions, ça glisse tout seul. GVO J1, on marche à 13 nœuds, il y a 12 nœuds de vent. Donc voilà, faut en profiter parce que dans 48 heures, à mon avis, on aura notre première dépression qui arrivera du sud. Maintenant, on commence à regarder depuis une journée ou deux ce qui va se passer pour nous en bas. On commence à tout doucement mettre un petit peu d'est. On essaye de réfléchir au meilleur passage pour l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc le but, c'est de longer l'anticyclone et de prendre la dépression qui va nous catapulter dans les mers du sud. Finalement, je me souviens être content d'aller vers l'inconnu parce que j'aime aussi découvrir et j'ai hâte d'aller voir ce qui se passe au-delà des 40e. Kevin Escoffier, le skipper de PRB, seul au large du Cap dans son radeau de survie depuis hier après-midi suite à une voie d'eau sur son bateau. On est effectivement averti du naufrage de Kevin. C'est vraiment pour nous à ce moment-là dramatique. On imagine vraiment le pire.
On sait très bien la difficulté que c'est de retrouver quelqu'un qui est tout seul dans l'eau. Et les 12 heures que vont durer sa recherche vont être très très dures psychologiquement parce qu'on s'identifie forcément à Kevin. C'est sûrement un des moments les plus difficiles psychologiquement de mon Vendée Globe. Le soulagement, Kevin Escoffier va bien, il est en vie. Aux environs de 2 heures cette nuit, il a pu être récupéré sain et sauf par un autre skipper, Jean Lecam, qui s'était dérouté dès le déclenchement de la balise de détresse. Vraiment un grand bravo à Jean, à la direction de course pour le boulot qui a été fait. C'est top, on est vraiment rassurés, ça nous avait froid dans le dos et grosse pensée pour Kevin et sa famille et son équipe. Ça ne remet pas en question la confiance que j'ai en mon bateau, néanmoins ça change quand même la façon de voir la course. Peut-être que ça a influencé une certaine façon de naviguer, d'aborder les choses un peu plus prudemment. C'est une petite piqûre de rappel pour dire attention, il y a la course, il y a nos bateaux, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Changement d'ambiance ce matin à bord de Groupe Sétain, on est rentré dans le dur. On a pris notre première dépression, là on a 30 nœuds de vent, c'est une ambiance machine à laver à bord. C'est fini, le soleil, la mer plate. Les températures commencent à baisser gentiment. Après, ça va être un bon mois bien gris. J'attaque le sud comme je l'aurais espéré avec un bateau qui est tout nickel. Et ça, c'est important même psychologiquement. On a passé les 40e cette nuit. Évidemment, c'est une première pour moi. On est devant le front d'une dépression qui nous suit depuis un petit moment. Faut pas qu'on se fasse rattraper pour avoir de bonnes vitesses. J'ai en plus la chance assez rapidement de voir le symbole finalement des mers du Sud, mon premier albatros. C'est magnifique, ça reste un des beaux souvenirs de ces mers du Sud. J'ai eu 3-4 jours où c'était un peu sportif parce que je me suis battu avec le front pour essayer de rester devant. Donc j'ai eu 2-3 jours où j'avais vraiment des vitesses élevées pour mon bateau. Malheureusement cet après-midi on s'est fait rattraper par une dorsale anticyclonique et voilà. On va avoir des vents légers et demain ça devrait repartir. Salut à tous, cette nuit on vient de passer la longitude 20 est du cap de Bonne-Espérance. Donc ça y est, on est dans l'océan Indien. Je suis super content, c'est un premier cap sur les 3, quasiment un tiers du parcours de fait. Je suis fier d'être là avec un bateau comme ça en état. Pour fêter ça, Patrick Galenser, qui est maître chocolatier en Vendée, m'a préparé pour chaque passage important de mon Vendée Globe des petits gâteaux au chocolat à me faire moi-même, mais qui sont évidemment préparés. La mer cuit. Alors évidemment, on est au près, donc il n'a pas forcément la forme qu'il aurait à la maison. Mais voilà, ça a l'air tout bon. Ce sera de toute façon mon gâteau au chocolat du Cap de Bonne-Espérance. Donc je pense que je vais me régaler. Changement de décor ce matin. On est en train de contourner la dépression par le nord. Et donc voilà, le vent s'est levé comme prévu, la mer s'est bien formée. Je pense qu'il y a 4-5 mètres de creux à peu près. Donc voilà, on a des bonnes vitesses et ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. Je suis bien dans les mers du Sud, toute la première partie se passe bien, même si les conditions sont dures. J'ai pas de souvenir où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire là. Là encore, je prends les choses, j'essaye de prendre les choses étape par étape. Donc je passe effectivement le cap de Bonne-Espérance. Après, je vise voilà, le prochain cap à venir. Je savais qu'en contournant la dépression par le nord, je m'exposais après à avoir du calme. Voilà. Ça passe pas, sachant que les copains devant ont du vent. C'est un peu épuisant psychologiquement, mais ça va le faire. Donc voilà, en espérant que dans les prochaines heures, on puisse de nouveau faire route dans le bon sens. Grosse galère sur Groupe Sétain. Je viens de m'apercevoir que j'ai un safran qui est un fémelot de safran qui est vraiment fissuré, quasi cassé. Et là, je sais tout de suite que c'est important, que ça risque d'influer sur la suite de la course. J'ai arrêté le bateau, il faut que je démonte le safran et que j'essaye de voir s'il y a une réparation possible. Je ne veux pas penser à l'abandon au moment où je découvre ça, mais sur ce bateau, le premier Vendée Globe qu'a fait Jean-Pierre Dick a abandonné la course avec un problème de casque de safran, le même quasiment. Donc voilà, le safran est enlevé, il y a une grosse fissure dans le casque, pas normal. Donc il va falloir que je résine ça, que je strate tout ça et donc on a préparé les bidons et la stratification et voilà, on se met au boulot, faut faire la résine maintenant. Le soleil se lève, commence à faire jour, donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant il faut qu'on attende que ça sèche, puis je vais pouvoir essayer de remonter tout ça, donc voilà, on espère que ça va aller et que ça tienne. Je
pense que vous voyez comme moi, le safran, il est à poste. Ça fait 2 heures que je galère. C'est pas simple, tout seul, remettre un safran à l'eau. Je suis super heureux ce matin d'avoir repris la course, même si bon voilà, effectivement j'ai perdu une douzaine d'heures dans l'affaire, mais le plus important est là, c'est d'être encore en course. Le bateau de nouveau à 100%. On essaye de cravacher pour essayer de reprendre le retard qu'on a accumulé pendant cette avarie. Je vais remonter au nord-est pour aller essayer de prendre le devant d'une depth, d'un front qui devrait normalement m'emmener bien loin dans l'océan Indien et essayer d'aller quasiment traverser tout l'océan jusqu'à l'Australie. Là c'est le changement du tout au tout par rapport aux images que j'ai envoyées hier. C'est ambiance machine à laver, la mer est grosse, il y a 30-35 nœuds de vent et ça déboule. J'essaye de ne pas faire souffrir trop le bateau pour essayer de sortir de ce tunnel de mer du Sud avec un bateau qui soit encore en bonne forme. Didac et Pip font marcher leur bateau de façon optimum, donc c'est une belle bagarre. Ça me donne un objectif supplémentaire d'aller les chercher quand même, d'aller essayer de les titiller quoi. Petite image ce matin, les mers du Sud au nord des Kerguelen. On a entre 25 et 30 nœuds de vent et ça envoie pas mal. Et ce soir il faudra empanner, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de ce côté-là, les sacs, les voiles, etc., il faudra le faire passer de l'autre côté. Donc s'il y a des volontaires éventuellement, je suis preneur pour bouger les 400 kg de matériel. L'avantage c'est que comme on est devant le front, il fait à peu près beau et que la mer est rangée. Ça glisse plutôt vite, bien et assez confortablement quoi. Je garde un œil sur les safrans parce que ça influe aussi sur ma façon de naviguer. Je sais que c'est réparé, mais ça reste fragile. Je me suis aperçu qu'il y avait d'autres fissures qui arrivaient. Pas de drame pour l'instant, mais ça me soucie. Mais hormis ça, je prends beaucoup de plaisir, je me sens bien dans les mers du Sud. C'est pas un endroit que je connais, donc je découvre. À chaque fois que je prends une dépression de plus en plus forte, je découvre cette grande houle, je découvre des vents plus forts que ce que j'ai l'habitude. On est à environ 1000 milles du Cap Lewin qu'on devrait passer si tout va bien juste avant Noël. Il y a entre 25 et 30 nœuds de vent, petite Genac J3 et 2 riz dans la grand voile. J'ai mis un petit point GPS avec donc la longitude du Cap Lewin et on est en train de passer cette longitude. Le Cap de Bonne-Espérance, c'est coché, c'est fait. Le Cap Lewin, c'est coché, on est en train de le faire. Et maintenant, direction le Cap Horn, mais avant, on va fêter comme il se doit à Noël. Je crois que le Père Noël est passé, je l'ai entendu. Génial. Un gros paquet pour nous. Génial. Merry Christmas à tous. Oh là là, il y a plein de cadeaux. Des livres. Des petits cadeaux, je vais pas ouvrir tout de suite. Génial. Un grand merci à tous, je vous embrasse, un joyeux Noël. Et encore un grand merci pour tous les messages que j'ai reçus parce que il y en avait des tonnes. J'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde, mais je vous remercie tous, c'était vraiment top. On vient de passer la grosse dépression qui nous barrait la route. Donc on est derrière le front maintenant, au niveau de la Tasmanie. On vient d'empanner 45 nœuds de vent. C'était chaud, mais ça l'a fait. Je voulais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Et quand ça souffle un petit peu, je pense qu'il y a 6 ou 7 mètres de creux encore. La mer est bien formée. C'est assez majestueux, c'est gros, mais c'est vraiment bon. Il y a les albatros derrière qui planent. Là, il y en a un qui est juste derrière, là. Voilà les images des mers du Sud, juste avant notre entrée dans le Pacifique. Je vois quelque chose de vraiment magnifique. Je vais vous en faire profiter. Alors ça caille, hein, il y a 5 degrés là. Il y a des grains à 40 nœuds. C'est juste magnifique. Voilà, je vous laisse. Faut que j'aille finir ma manœuvre. Dans les mers du Sud, je ne savais pas comment j'allais réagir à la solitude, peut-être à l'appréhension, au stress. Quand j'ai des petits coups de moins bien, parce qu'il ne faut pas rêver, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, le froid, le vent, les grosses dèpes.
Donc je me dis, bah, attends Manu, effectivement là c'est dur, physiquement tu as du mal, mais par contre t'es au sein de, voilà, t'es dans le vent des globes, quoi. Opération délicate, hein, c'est pas vraiment la fête pour nous. Je profite du beau temps pour essayer de refaire quelque chose sur mes safrans parce que la réparation a tenu jusque là. Mais il y a des grosses fissures qui réapparaissent. C'est clair que si ça lâche, on n'a plus de safran. Voilà, j'ai fini mon boulot, on a fait de la strat, j'ai passé ma nuit à bricoler, à travailler. J'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est pas évident, on peut pas accéder à grand chose, donc voilà, j'ai straté là où il y avait les plus grosses fissures, ça va faire un petit plus. Malheureusement, c'est sûr que ça influe sur ma façon de naviguer, sur ma façon de prendre les dépressions et de faire la route, mais j'ai pas d'autre choix malheureusement. Plus on longe le sud, moins on fait de route et plus on est rapide. Mais en même temps, c'est là que sont les plus grosses dépressions. Même si ça me fendait le cœur des moments de perdre un petit peu de terrain sur les petits copains qui étaient devant ou derrière, j'étais obligé de remonter un peu nord. Donc voilà, il fallait jouer avec ça pour essayer de ménager le bateau et d'aller au bout. Bonne année 2021. Je vous souhaite à tous tous les rêves les plus fous que vous puissiez réaliser pour nous au sud de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est un beau cadeau avec de l'air, c'est clair, il y a 30-35 nœuds. C'est assez spécial de passer un Noël et un jour de l'an quelque part au milieu de nulle part, mais c'est extraordinaire. J'ai un peu lâché prise avec le petit groupe de devant suite à mes soucis là, quand je me suis arrêté presque une vingtaine d'heures avec ces fameux safrans. Je fais ma course avec, je le sais, mon bateau un peu blessé. L'important pour moi, c'est d'arriver au bout des mers du Sud. Pas facile, quand on est compétiteur, on a envie d'appuyer un peu sur le champignon, surtout qu'a priori le bateau pouvait le faire, mais je savais que plus on va vite, plus on force sur la machine, plus les safrans souffrent. Le Vendée Globe, c'est une course évidemment sur le long terme, il faut faire attention au matériel si on veut aller au bout. Je vais profiter de ces quelques heures de soleil encore pour me faire une petite coupe de printemps, c'est la première fois que je vais faire ça. Je me dis qu'il reste encore un mois et demi, donc ça aura le temps de repousser. J'aime pas avoir les cheveux longs comme ça. Je suis pas complètement sûr du résultat, je suis pas sûr que j'obtienne mon CAP de coiffure dans les prochaines semaines, mais au moins c'est plus court. Et puis de toute façon, d'ici qu'on se voit, ça aura repoussé, donc c'est pas très grave. Un petit message ce soir pour vous dire que sur Groupe Z1, on est en train de passer l'antiméridien. On va passer dans la partie ouest du globe, donc on se rapproche de plus en plus de la maison. En tout cas, on a fait plus de la moitié du parcours. Et une fois repassé ce méridien là, je vais avoir 2 journées du samedi 2. Et là en fait on est complètement décalé parce que déjà on a la journée qui fait 24 heures et plus on se rapproche du pôle, plus on passe les fuseaux horaires rapidement. Donc ça je me souviens que ça m'a assez perturbé, notamment au niveau du sommeil et puis au niveau des repas. J'arrivais pas à me caler. Des petites images aujourd'hui à bord de Groupe Z1 pour vous faire voir ce que l'on vit à une petite semaine normalement de passer le Cap Horn. La délivrance comme on dit, et ça se mérite parce que c'est pas simple. On pensait dans le Pacifique trouver une houle longue, des beaux surfs et c'est pas forcément le cas. La mer est hyper dure, c'est un petit peu n'importe quoi. On est obligé de réduire la vitesse parce qu'en fait nos bateaux retombent dans les vagues avec fracas parce que la mer est hyper mauvaise, hyper courte. On l'a voulu, on est là, mais en même temps il faut garder dans un petit coin de la tête quand même de faire attention parce qu'effectivement on est très éloigné de toute terre, de tout moyen de secours. Grosso modo on peut compter que sur nous-mêmes. J'ai tellement rêvé d'être là et on a tellement fait de choses pour y être qu'on essaye d'en profiter, même si je l'avoue là on a maintenant hâte de sortir de ces mers du Sud, de prendre la porte du Cap Horn. J'ai pas des super nouvelles ce matin. Ce qui s'est passé, j'avais 35-40 nœuds de vent et en fait le pilote s'est arrêté d'un seul coup. Le bug du pilote, ça a été hyper brutal, instantané. J'étais en train de dormir, il y avait de l'air, il y avait vraiment du vent, hein, entre 35-40 nœuds, il y avait de la mer, 7-8 mètres de creux. Voilà, le bateau était réglé, tout allait comme il fallait, etc. Et d'un seul coup, réveil en fanfare, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un vacarme pas possible. Les alarmes qui retentissent de partout et quand on sort, on voit le bateau couché à 90 degrés sur l'eau. Le bateau donc, est parti à la bâtée et forcément quand on en panne comme ça à la volée dans 40 nœuds de vent, ça fait des dégâts. Ça a vraiment tapé très très fort. Donc tout de suite on fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire déjà
rétablir le bateau sur un IMOCA avec 40 nœuds de vent, 7-8 mètres de creux. Ça se fait pas tout seul, il faut vraiment faire attention, il faut éviter le suraccident ou surincident. Puis après, on constate les dégâts. J'ai une latte de chariot qui s'est arrachée. J'ai déchirure sur la grand voile et le J3, il a une déchirure aussi un peu moins importante, un peu moins grave, mais voilà. Donc il faut que je m'occupe de tout ça. Donc là, je rentre en contact avec mon équipe, avec mon voilier, qui me dit écoute, voilà, c'est effectivement embêtant, mais ça va être réparable, il va falloir passer du temps. Donc je m'y attelle, il y a quand même encore 5-6 mètres de creux, il fait 3 degrés, c'est quelque chose qui est long. Mais en même temps, on y met tout son cœur parce qu'on sait que si on veut continuer, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit bien fait. Bon, alors voilà le travail de l'après-midi. Donc là, la voile est recousue, plus patchée et collée avec du Sikaflex. Donc voilà, maintenant il faut que ça sèche un petit peu, mais on n'a pas trop de temps parce qu'il y a une belle dépression qui nous arrive aux fesses, donc faut pas qu'on reste là trop longtemps. Non, je vais aller faire le J3 qui a souffert aussi, le J3 qui est déchiré aussi ici, là, voilà. Bon, après la couture de l'AGV, la réparation du chariot, je suis en train de recoudre le J3 et devenir un expert en couture de voile. Et puis maintenant, on va patcher tout ça, ce sera qu'un mauvais souvenir. Entre le chariot à réparer, la voile à recoudre et le moment où j'ai pu refaire route, il s'est passé une bonne douzaine d'heures facile. On est reparti mieux que jamais, donc une nouvelle DEP là qui nous pousse bien, on a 35 nœuds de vent, ça avance plutôt pas mal. On espère, on croise les doigts sans autre souci. On n'a plus confiance, le moindre bip bip, la moindre alarme dans le bateau c'est un stress énorme. Et quand il y a du vent et que le bateau file à 20-25 nœuds, on est vraiment pas tranquille. C'est ambiance machine à laver ce matin sur Groupe Cétain. Je vais vous faire voir quelque chose, on est à moins de 500 000 ce matin du Cap Horn. C'est encore beaucoup et peu à la fois, donc on donne tout sur Groupe Cétain, on croise les doigts. Quand on aime ce sport, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup dans les livres, qu'on regarde sur les vidéos. On a tous vu des grands noms du Vendée avec leur petite pancarte Cap Horn, etc. Et ben moi aussi j'ai le droit de m'avoir ma petite pancarte Cap Horn. On est en train de vivre un grand moment sur Groupe Cétain. On est en train de passer la longitude du Cap Horn. Je sors des mers du Sud, je passe mon premier Cap Horn. C'est un mélange d'émotions, c'est un rêve. Donc ça y est, je suis Cap-Hornier. Donc je suis tellement content, c'est plein d'émotions. Donc évidemment, je pense à tous mes proches, ma famille proche. Je pense évidemment à Eric Cétain qui m'a fait confiance. C'est un moment extraordinaire. J'ai du mal à y croire. Mais voilà, c'est une réalité. Notre bateau Cétain vient de passer la longitude du Cap Horn. Les mers du Sud sont maintenant derrière nous. Ah, évidemment, le Vendée Globe, il est loin d'être fini, mais c'est un gros morceau qu'on laisse derrière nous. Je suis tellement heureux. On a déjà les 2/3 du parcours de fait, hein, et c'est surtout la porte de sortie des mers du Sud. Et on se dit, voilà, j'en suis sorti, j'ai eu des galères. La symbolique est hyper forte. En tout cas, c'est beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Et maintenant, on va fêter ça. Allez, merci beaucoup. Merci. Je suis tellement content, tellement heureux. Je suis Cap-Hornier, quoi. Le Cap Horn, incroyable. Changement d'ambiance à bord de Groupe Cétain. On manque un peu de vent, c'est sûr, mais franchement, ça fait du bien. Un petit peu de calme. Ça faisait des semaines qu'on n'avait pas navigué à GV haute. Psychologiquement, on a l'impression d'avoir fait le plus gros, le plus dur, mais mine de rien, il reste un sacré bon bout. On est à quelques dizaines de milles des Malouines. C'est une des seules terres que j'ai vues pendant mon tour du monde. Je suis passé peut-être un peu trop près des Malouines. Je me suis fait avoir dans des calmes. Je suis resté bloqué pratiquement 48 heures. On est tombé donc à l'est des Malouines dans une zone comme un mini poteau noir, une zone de calme, alors que les fichiers me donnaient une quinzaine de nœuds. Et en fait, on n'avait rien. J'avais entre 2 et 5 nœuds et surtout des vents complètement erratiques dans tous les sens. Donc il fallait rien lâcher pour gagner le moindre mille, pour gagner au nord. Et puis là, malheureusement,
On a le gros anticyclone de Sainte-Hélène qui nous barre la route et qui est venu en plus avec ses copains et copines. Il y a plein de petites cellules anticycloniques sur toute l'Atlantique Sud jusqu'au moins Rio. Et il a remonté du Brésil, tout sauf un long fleuve tranquille. C'est vraiment un endroit compliqué, avec une météo très difficile à anticiper. On a retrouvé des températures plutôt clémentes. Ça fait 2 jours qu'on a 25 nœuds de vent, ça avance bien. Mais là, malheureusement, on va buter dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Là, ça y est, on est dedans. On avance pas bien vite. Et là, pour le coup, je me suis bien fait rattraper par Miranda et Clément, que j'avais derrière pendant toutes les mers du Sud, et là, qui m'ont en 48 heures repris pratiquement 1000 milles. On est dans un système hyper perturbé qui ressemble fort à un mini poteau noir avec des grosses masses nuageuses qui nous prennent tout le vent. On m'avait prévenu que la remontée de l'Atlantique était longue et fastidieuse, mais à ce point, on va prendre notre mal en patience, régler le bateau le mieux possible pour essayer de gagner dans le nord et transpercer cet anticyclone de Sainte-Hélène. Je suis vraiment content de pouvoir sortir un petit peu des griffes de l'anticyclone parce que je suis cramé. Pendant presque 48 heures, j'ai pas arrêté de manœuvrer pour essayer de gagner mille après mille vers le nord. On est en train de croiser un cargo. Premier cargo depuis pas mal de temps. On est en train de doubler la pointe nord du Brésil. Et ça veut dire que si tout va bien, demain matin, normalement on passera notre équateur en remontant. Ça y est, on est dans le nord. 2 mois qu'on est dans le sud et là on est revenu dans l'hémisphère nord. Quand on passe l'équateur revenant, on se dit mince, ça fait effectivement 2 mois qu'on est dans le sud. Là, il se passe quelque chose, quoi. On se rapproche quand même de la maison. On a l'impression de reprendre une route qu'on connaît. Et déjà, moralement, c'est un gros plus quand même. Décidément, on n'est pas gâté par la météo. On est dans le poteau noir. On a fait je ne sais combien de virements de bord en panache pour essayer de prendre le moindre petit mille vers le nord. Je l'ai passé une dizaine de fois, le poteau noir. Je pense que c'est un des pires que j'ai eu à la remontée. Il faut tenir. La route est encore semée d'embûches. À nous de trouver la porte de sortie. Là, j'en suis sorti en fait du poteau noir, ça y est. Et en milieu de journée, on a commencé à voir le vent qui nous annonçait les alizés du nord-est. On est en train de remonter l'Atlantique face au vent, face à la mer. Des alizés assez costauds. On a entre 25 et 30 nœuds. Et on s'ennuie pas, comme vous voyez. Donc, énième grain à gérer. Donc, des bas de tourpeau. Bon les amis, là c'est vraiment la grosse galère. Là pour le coup il y a vraiment du vent, on a 30-35 nœuds, on est auprès des bridés, donc le bateau va vite et on tape fort dans la mer. Et dans un gros retombé de vagues, ça fait un bruit énorme. Là je sais qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Sur le coup je pense pas à la quille, je pense au mât. Donc je sors tout de suite du bateau, je regarde au-dessus de moi, je pensais vraiment voir le mât cassé. Évidemment là je comprends que si c'est pas en haut, c'est en bas. Donc quand je soulève effectivement le capot de vérin de quille, je vois la quille qui est folle. C'est la tige de vérin de quille qui vient de casser net. Et là effectivement je me rends compte que c'est quand même une avarie majeure. Je me dis ça va être compliqué. En revanche je sais que tous les IMOCA ont un système de blocage de quilles qui nous permet de rentrer avec la quille donc bloquée en position centrale. Comble de malchance, la tige en cassant m'a détruit le système de blocage de quilles de secours en fait. Je pense pas à l'abandon parce que je veux pas y penser, parce que pour moi c'est juste pas possible d'abandonner. Donc je fais tout encore une fois pour aller au bout. Il faut qu'on y arrive. Là j'avoue que celle-là, elle est costaud quand même. Si je veux réparer ça, il va falloir d'abord que je fasse de la stratification pour réparer mon puits de quille. Et donc je me mets à bosser. Tout ça avait été détruit en fait. Donc voilà, je renforce. Donc j'ai de la strate partout, de la résine partout, du carbone partout, mais bon, ça suit son cours. Donc c'est un travail long et fastidieux. La stratification, j'ai bossé 24 heures dessus, elle est terminée. Maintenant malheureusement le système a bougé un peu, l'axe ne passe plus donc il faut que je meule voilà, cette partie-là, il faut que je réduise la taille de l'axe. C'est un axe qui fait 25 cm de long, il fait 50 mm de diamètre et à la scie à métaux. Sur un bateau qui bouge, je m'attaque à scier cette pièce. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la quille ne bouge plus. Toute cette
Réparation me prend 3 jours au total, mais rien que la pièce acier, j'ai mis une 12aine d'heures. Ça y est, c'est fixé, je suis super content. C'est 3 jours de boulot et ça y est, c'est fait. Donc on va être reparti, quoi. Énorme soulagement quand j'ai réussi à mettre l'axe. J'ai eu les larmes qui ont coulé parce qu'on a l'impression d'être allé au bout d'un truc incroyable. Ça y est, on refait route depuis hier, prudemment, parce qu'évidemment on a la quille fixe. Ça a l'air de tenir. Le but c'est maintenant de franchir la ligne d'arrivée et d'aller chercher le chenal des sables. Le bateau était plus performant avec la quille dans l'axe. Clément Giraud et Miranda Meron étaient repassés devant moi, mais l'important était bien ailleurs pour moi, c'était d'arriver à passer cette ligne d'arrivée. Il me reste grosso modo un gros 48 heures à faire, il ne faut pas faire de bêtises. Il y a vraiment du vent d'annoncer avec un passage de front cette nuit. Comme vous voyez, c'est pas la fête, il y a de la mer. J'ai serré les fesses en parlant vulgairement pour que ça tienne jusqu'au bout. Ça a été justement les 10 jours, je pense, les plus longs de la course. Moins de 24 heures de l'arrivée, il me reste 179 000 à parcourir. J'essaye maintenant de me rendre compte du chemin accompli depuis le départ. Et en même temps, je suis super prudent. Tant que la ligne n'est pas franchie, le Vendée Globe n'est pas fini. Et en fait, aller à 4-5 heures de l'arrivée, là, j'ai commencé vraiment à me relâcher, à dire bon voilà, c'est du vent portant. Je me suis mis de la musique dans le cockpit et j'ai profité en essayant de repenser à tous ces moments que j'avais vécu depuis le départ et profiter et de me faire plaisir en disant voilà, c'est les 2-3 dernières heures où je suis tout seul sur mon bateau. L'arrivée, je l'ai imaginé des centaines de fois, mais là pour le coup elle était à portée de main à quelques heures. À ce moment-là, je le pense vraiment, je vais finir mon premier Vendée Globe. C'est une émotion juste énorme. Là on sait on l'a, on ne me l'enlèvera pas celui-là. On sait pour le coup tous les efforts que ça demande pour en arriver là. Assez difficile à décrire, c'est à la fois beaucoup de fierté, beaucoup d'impatience, beaucoup de plaisir à le retrouver d'abord. Allez Guillaume, je vois du monde là qui arrive là. Tiens, je te tiens au courant. La libération, là, de rentrer le bonhomme au chaud et le bateau au chaud aussi, ça va être top. On a hâte. C'est juste une délivrance incroyable, une joie indescriptible. On emmène une équipe, on emmène un sponsor, on emmène des tas de gens derrière nous. Quelque part, il y a une grosse responsabilité sur le fait de faire le Vendée Globe. 8h30 secondes. Je reporte l'arrivée de Setain à 8h30 40 secondes. Bravo! Et quand on passe cette ligne-là, toute cette pression finalement retombe en disant voilà, je l'ai fait, on peut être fier de ce qu'on vient d'accomplir et on profite en fait. L'équipe va monter à bord, tu vas voir tes proches et profite de ce moment-là parce que tu n'en vivras pas 5 ans, donc profite à fond. J'ai essayé de profiter de chaque seconde que me donnait ce chenal avec cette foule qui me paraissait énorme parce que effectivement je ne m'attendais pas à avoir autant de monde à l'arrivée. C'est magnifique, c'est juste génial. J'en ai même pas rêvé tellement c'est beau. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Franchement, c'est extraordinaire. J'ai tout donné, j'en ai bavé, mais la récompense, elle est amplement à la hauteur. Donc je suis hyper heureux, hyper heureux. Je pense que c'est un des plus beaux jours de ma vie.
pour une course et ça s'est terminé en aventure. Et finalement, voilà, ça fait partie du Vendée Globe. J'avais une telle envie en fait d'arriver que je pense que c'est cette envie folle de finir ce tour qui a fait qu'aujourd'hui je suis voilà, amarré à ce ponton magnifique, ce ponton d'honneur. On a eu, comme beaucoup, pas mal de problèmes techniques. Finalement, l'histoire est belle parce que les problèmes techniques, on a réussi à les résoudre et le but, c'était de toute façon, c'était d'arriver là. Regarde. Bravo, on l'a fait. J'en suis assez fier de faire partie de cette famille assez restreinte des skippers qui ont terminé un Vendée Globe. Bravo et merci pour tes messages. On est compétiteurs, on est concurrents, mais quand il y a des soucis, on sait qu'on peut compter sur finalement sur tout le reste de la flotte. Et on a, je pense pouvoir dire, un sport hyper beau pour ça. Dès que je franchis l'arrivée, j'avais qu'une hâte, c'est de repréparer un autre projet plus performant avec un bateau qui permette de se bagarrer un petit peu plus aux avant-postes. En tout cas, j'ai très envie d'y être. Et voilà, on commence à préparer le 2024 déjà.